Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à un duolingo de l'emploi. Oui, c'est possible. On va en parler avec William Elland Goldsmith. Il est délégué général de Mavoie. Il est notre invité. Le grand entretien et le digital au service des RH, ça c'est un grand sujet. On l'évoquera à l'occasion du BIG organisé par la BPI, le BIG Cru 2025. Et on accueillera Loïc Larbordière, il est directeur SI RH justement à BPI France. On fera un grand entretien avec lui pour découvrir aussi le programme du BIG Cru 2025. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, booster les industries culturelles et créatives. Et on accueillera Emmanuel Delamarre, directeur général d'Eura Créative, une sorte de grande fédération des acteurs. Il pèse lourd dans notre économie. On fera le point avec lui à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler d'un duolingo. Alors, on va vous expliquer ce que veut dire ce mot de l'emploi. En tout cas, un outil au service des jeunes pour qu'ils puissent accéder le plus facilement à l'emploi. William Elland Goldsmith, merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous accueillir, délégué général de Mavoie. D'abord, un petit mot sur Mavoie, c'est intéressant qu'on comprenne bien évidemment l'esprit de votre association. Et puis, on parlera de cet outil tech, parce que c'est aussi la nouveauté de Mavoie. Elle fait quoi, Mavoie ? Alors, Mavoie, c'est une association qui a été créée en 2020 et qui a une mission finalement assez simple dans l'énoncé, c'est accompagner des jeunes de 18 à 29 ans qui sont perdus dans leur recherche d'emploi, qui ne savent pas comment faire, qui sont découragés. Et nous, notre mission, c'est de les aider à reprendre confiance en eux et à se remobiliser vers l'emploi. Est-ce qu'on peut considérer que cette catégorie de jeunes, des 18, 29 ou 25, c'est les NEET, Oui. c'est les décrocheurs, comme on les appelle, c'est ceux-là ? C'est le 1,5 million de Français, jeunes Français, qui chaque année, effectivement, sont ni en formation, qui n'ont pas fait d'études, qui n'occupent pas un emploi aujourd'hui et qui sont un peu en dehors des radars aussi des structures d'accompagnement. Alors, c'est une association d'intérêt général, il faut le préciser, Mavoie. Et là, vous accélérez en utilisant un levier tech, un levier IA, Live.ia, Livia. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'outil ? Et à quoi ça va servir pour ces jeunes qui cherchent un emploi ou parfois ont d'abord besoin de se former ? Alors chez Mavoie, c'est vrai qu'on utilise la tech depuis le début parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui est présent dans le quotidien de ces jeunes qu'on accompagne, que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc on a une partie de notre activité qui consiste à aller les chercher sur les réseaux sociaux. Et puis en effet, depuis quelques semaines, cette application Livia qu'on a sortie. Livia, pour faire simple, c'est un Duolingo, mais appliqué à la recherche d'emploi. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un coach qui est dans son téléphone portable. C'est un coach qui va proposer des défis quotidiens, des défis qui sont accessibles, des défis qui sont simples et qui chacun convergent vers se remobiliser vers l'emploi. Je vous donne un exemple de défi. Ça peut être par exemple, j'ai besoin d'aide pour préparer un entretien d'embauche. Et la particularité de cette application, c'est que les défis sont générés par de l'IA. Donc chaque interaction est personnalisée grâce à l'IA et chaque jeune y trouve son compte puisque finalement ce sont ces questions qui sont répondues par le coach. Alors, William Elland, Livia est toute jeune. Oui. C'est-à-dire que là, elle sort de terre. Maintenant, votre boulot, c'est de l'avoir sous le bras et d'aller la proposer à tous ceux qui sont en contact avec ces jeunes décrocheurs ou ces jeunes tout court. Absolument. C'est bien ça, la deuxième étape. Absolument, c'est vraiment d'aller au contact des jeunes, des bénéficiaires. On le fait, comme je le disais tout à l'heure, avec des campagnes sur les réseaux sociaux, mais en travaillant aussi avec des partenaires, avec des prescripteurs. On peut citer des missions locales. Évidemment. On peut citer évidemment aussi des associations qui font elles-mêmes de l'accompagnement socio-professionnel, également des organismes de formation, bref, autant d'acteurs qu'on approche pour leur dire vos bénéficiaires peuvent se retrouver sur Livia et Livia peut être un outil aussi pour vous. Alors, ce que je trouve intéressant dans votre démarche, et c'est précisément dit, c'est que ce n'est pas un outil tech pour la tech, ce n'est pas la finalité. L'outil n'est pas une finalité, c'est un élément de brique et d'un élément plus global. Et c'est bien ça. C'est un catalyseur en fait pour les jeunes. L'idée, c'est de ne pas avoir uniquement une conversation avec une IA. Les jeunes qu'on accompagne, pour beaucoup, ils n'ont pas envie de parler avec un conseiller, ils ont un petit peu peur, ils ont perdu confiance en eux. Et parler avec un conseiller, ça revient quelque part à remettre son échec entre les mains de quelqu'un. Donc la tech, pour nous, et en l'espèce l'IA, c'est une façon de délier les langues. C'est une façon de se dire, OK, en fait, j'ai un début de réponse à mes questionnements, et ensuite donc de catalyser vers un accompagnement qui peut être cette fois-ci proposé par de l'humain. Donc ça veut dire soit en direct par vos maraudes, soit par les missions locales qui drainent évidemment beaucoup de ces jeunes décrocheurs. On va leur proposer quoi ? De se plugger à Livia, de recevoir les notifs.
il faut quand même que le jeune soit, je dirais, partie prenante, qui dise ouais, ok, d'accord, j'accepte le jeu. Exactement, c'est une expérience qui est très simple au début, pas besoin de créer un compte, simplement on arrive sur l'application Livia. Alors l'application elle est disponible sur tous les smartphones, sur ordinateur, tout ce qu'on veut. On fait un premier défi, si ça nous plaît, on crée un compte et on a accès à toutes les fonctionnalités offertes par l'application. Et si ça nous plaît pas, on passe son chemin, tout simplement. Votre objectif, c'est quoi? C'est de toucher combien de jeunes? Vous savez déjà en prospective combien de jeunes? Parce qu'il y a beaucoup, je crois qu'il y a un peu plus d'1,5 million de jeunes décrocheurs, 1,8 million, je crois. Enfin, c'est colossal. Sur cette première année, on a un objectif qui est quand même plus modeste que le million et demi. D'ici la fin de l'année, si on arrive à toucher 1000 jeunes qui sont réellement engagés sur l'application et auprès de qui on sent qu'il y a une vraie progression qui a été effectuée, ça sera un objectif important pour nous, pour ensuite se déployer plus largement sur l'année 2026. Donc ça veut dire que ce jeune qui accepte ce jeu, ce parcours, ces notifs, qui va rentrer dans le jeu, il bascule ensuite avec un humain. À quel moment ma voix et tous les acteurs vont venir aller le chercher? Comment ça se passe là? C'est exactement ça. L'idée, c'est de faire un premier défi, un deuxième défi, et puis très rapidement, via l'application, que ce soit des notifications ou des mails, on va proposer aux jeunes de prendre rendez-vous en disant, par exemple, tu t'es préparé à un entretien d'embauche, c'est peut-être intéressant que tu confrontes cette interaction que tu as eue avec l'IA avec un coach humain qui va pouvoir te conseiller sur des aspects que l'IA ne peut pas appréhender. Ça peut être le stress, par exemple, où c'est très difficile pour une IA de pleinement appréhender ces enjeux-là. Donc très rapidement, dans le parcours, on propose effectivement ces rendez-vous et puis surtout des rendez-vous de suivi pour que les défis qui sont réalisés par les jeunes soient également jalonnés de prise de rendez-vous avec des coachs pour que l'accompagnement soit véritablement hybride. C'est vraiment la proposition forte qu'on a sur l'application, un accompagnement hybride. Livia, et si je ne m'abuse, on peut aussi vous louer, j'imagine, cet outil technologique, parce qu'il y a peut-être des structures qui se disent, mais moi j'en ai besoin aussi. Ça marche pour les jeunes, ça peut marcher pour les seniors aussi, non? Oui, ça pourrait tout à fait marcher par les seniors. En tout cas, c'est vrai que cet enjeu de pouvoir s'exercer à son rythme à la recherche d'emploi, ça peut concerner tout le monde. Nous, aujourd'hui, on est focalisé sur les jeunes. C'est gratuit pour les jeunes et c'est gratuit grâce à des soutiens aussi de structures qui ont rendu possible, Livia, je cite notamment Google.org, effectivement, qui nous a rendu ce projet possible. Mais on peut tout à fait imaginer demain des extensions avec des structures d'accompagnement qui soutient, voire même toucher d'autres catégorie de la population. Écoutez, bon vent à Livia qui va démarrer sa vie et qui va, j'espère, inonder tous les smartphones de ces jeunes qui cherchent leur chemin, la bonne route. Merci William Eland Goldsmith. Je rappelle que vous êtes le délégué général de Ma Voix. Allez sur le site de Ma Voix, vous aurez toutes les informations nécessaires complètes. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On tourne une page. Le Big, vous savez, ce grand événement tout en jaune qui réunit les chefs d'entreprise pour parler d'innovation, pour parler de technologie, pour parler de la vérité. C'est le thème de cette année 2025. Justement, on en parle du Big et c'est le Cercle RH et c'est un grand entretien. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui à l'occasion du Big. C'est une émission évidemment qui va annoncer le Big Cru 2025 organisé par la BPI, qui est un grand moment de partage, de réflexion autour des grands enjeux qui traversent les entreprises, avec une thématique cette année portée par son président d'ailleurs, qui est la vérité. Voilà, c'est le mot qui va venir irradier cet événement. Et j'accueille Loïc Larbaudière. Bonjour Loïc. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Directeur SIRH, donc service informatique RH, Exactement. La technologie et les RH au sein de BPI France. Donc vous êtes à l'intérieur de cette grande et belle entreprise. On va parler avec vous évidemment des transformations que vous accompagnez au sein de BPI. D'abord un mot, parce que je sais que le Big irradie tous les collaborateurs de l'entreprise. Le choix d'utiliser la vérité, il y a qu'un très beau texte d'ailleurs de votre président Nicolas Dufourcq, cela commence par une paresse en affirmant que ma vérité, c'est la vérité. Première phrase d'un joli texte que Nicolas Dufourcq a écrit. Pourquoi avoir choisi la vérité? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les vérités se confondent, c'est un peu ça l'idée? Il y a des chocs de vérité? Oui, il y a des chocs de vérité. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations, de canaux d'information. Parfois, c'est difficile de s'y retrouver. Et je pense que dans toute initiative, dans tout projet, dans toute transformation, on doit tendre vers la vérité. La vérité, ça sera le fil rouge de Big.
et qui sera bien évidemment quelque part, je le répétais, le fil rouge des 500 masterclass et sessions au long de cet événement. Des masterclass, des réflexions autour de l'IA, parce qu'on va en parler avec vous, vous êtes en première ligne sur ce sujet, et puis de la technologie en général. Entrons dans le vif du sujet. RH et tech et IA, ils font bon ménage, c'est des bons amis. Moi, j'ai le sentiment, peut-être me trompais-je, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais que les RH ont un peu le pied sur le frein quand même. Alors, je ne dirais pas que les RH ont les pieds sur le frein, parce que à la fois, il y a un enjeu de transformation, c'est-à-dire que les ressources humaines doivent se transformer à travers l'introduction des nouvelles technologies. C'était vrai avec le digital, c'est vrai avec l'IA. Et je pense que les ressources humaines, c'est un champ, en tous les cas, d'application pour l'IA, parce que c'est un domaine qui est complexe, avec un périmètre qui est très large, de la formation, du recrutement, de la performance, des processus qui sont longs, complexes, il y a beaucoup de transactions, beaucoup de flux, et je pense que l'IA peut vraiment apporter des bénéfices. Donc, à ce titre, la fonction ressources humaines doit se transformer en interne. Et puis, je pense qu'elle a aussi un rôle important pour accompagner la transformation de manière plus large, parce que quand on parle d'IA, quand on parle de digital, on peut parler d'emploi, de compétences, de métiers. Et donc, les fonctions régaliennes doivent s'appuyer pour les ressources humaines pour mobiliser leurs compétences, leur savoir. Quand on parle de compétences, de mobilité, on touche aussi à la relation avec l'individu, donc le contrat de travail. Donc ça appartient quelque part au périmètre de la fonction ressources humaines. Et puis un troisième volet, c'est les organisations syndicales. Et là aussi, il faut dialoguer. Et les ressources humaines doivent s'inscrire comme un partenaire clé de la transformation, à la fois pour se transformer au sein de sa fonction, mais pour accompagner la transformation de manière plus large. On a traité ce sujet de l'IA et de la maturité par rapport aux différents secteurs d'une entreprise. On a vu que le marketing, la communication s'était plutôt emparé assez rapidement de ces sujets. Et on voyait que les RH étaient un peu plus en retard en termes de maturité. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que c'est plus compliqué, d'abord par la complexité même des métiers RH? Alors, aujourd'hui, je pense que toutes les organisations et toutes les fonctions corporate sont quand même matures pour épouser l'IA. Exactement. Et je pense que les ressources humaines, au même titre, sont maintenant prêtes à accompagner la transformation. On n'est plus maintenant dans la question de se dire est-ce qu'on y va? Il faut y aller. Mais on l'utilise comment? Parce que chez vous, BPI, je ne sais pas comment vous êtes en train... On est dans des use cases chez vous, à la BPI, ou est-ce qu'on est en train vraiment d'implémenter l'IA dans, je ne sais pas, des suivis de dossiers, l'accompagnement d'un client? Comment vous l'implémentez? Alors, on est encore au stade de l'expérimentation. Voilà. Donc, comme beaucoup d'entreprises. Exactement. Donc, on a quand même, je pense, on a changé de paradigme. Maintenant, on est certain d'y aller. Par contre, on est encore dans ce stade où on expérimente avant de déployer, parce que quand on déploie, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, il faut vraiment avoir une transformation globale. Il faut que tous les acteurs, les parties prenantes soient bien alignés. Il faut que les ressources humaines soient aussi quelque part en accompagnement. Donc, ça exige une vraie orchestration. Et il y a un vrai sujet, en tous les cas, de préparation, de déploiement de sujets autour de l'IA. Donc, les cas pratiques sans dévoiler les secrets de fabrication de la BPI, parce que c'est quand même une banque. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des flux, ça veut dire qu'il y a des data à protéger, ça veut dire qu'il y a des données très, très particulières. C'est quoi les use cases en RH? En préqualification, dans le recrutement, dans la formation, sur quoi vous êtes en train de vous dire, tiens, l'IA pourrait peut-être accélérer, améliorer ou fluidifier le métier? Alors, il y a le recrutement. Il y a la formation, bien évidemment, et puis après, il y a un vrai sujet de réflexion autour de l'emploi, des compétences, que quand on parle d'IA, on va toucher potentiellement les métiers. En tout cas, les métiers vont s'exercer de manière différente, donc il faut accompagner les organisations, les collaborateurs, et donc c'est le troisième volet qui est sans doute le plus structurant. Mais on la pense comment, la transfo digitale? Parce que vous êtes au carrefour de ce sujet, donc transversal, et quand on parle au RH, et j'ai animé plusieurs événements autour de l'IA avec des RH, très vite, ils vous disent, mais attendez, nous, on n'est pas contre, mais il y a le service DSI qui, pour un cas sur deux, nous dit que ce n'est pas possible, c'est-à-dire le service informatique, oui. Et pour des raisons de sécurité, vous dit que ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes confronté à cette question-là, c'est-à-dire l'envie d'accélérer avec l'IA
Et ça freine côté DSI. Alors, il y a un sujet de sécurité qui est clé au sein de la BPI. Bien sûr. Et donc ça, c'est, je pense, la première dimension à investiguer. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, tous les partenaires, y compris la DSI, veulent pousser l'IA. Et donc, il faut l'accompagner. Et la fonction RH doit vraiment s'inscrire en tant que partenaire. Mais je pense que, je parlais d'orchestration, c'est un vrai sujet, il faut que toutes les directions se parlent, mais le sentiment que j'ai avec mon poste d'observation, c'est qu'aujourd'hui, toutes les parties prenantes au sein de l'organisation chez BPI sont vraiment partantes pour engager cette réflexion et mener des projets d'IA qui sont encore au stade de l'expérimentation, mais qu'on souhaite déployer intelligemment, tous ensemble, avec une approche qui est vraiment partagée. Et vous, votre mission, parce qu'il y a aussi une mission d'évangélisation, vous me dites tout le monde est en ligne, tout le monde est prêt. Ouais. Comment on fait là? On fait de la pédagogie, on organise des micro-séminaires, des webinaires. Enfin, comment on implique des collaborateurs qui, pour certains, sont rétifs à ces technologies? D'ailleurs, c'est le mot vérité. Voilà, parfois, l'innovation n'est pas gage de vérité. Il y a des vrais débats sur ces sujets. Ouais. Alors, je pense que la phase de préparation est importante dans toute introduction de nouvelles technologies. Dans cette phase de préparation, il faut dire les vérités. Il y a des choses dans lesquelles on va tirer des bénéfices. Il y aura parfois des régressions. Donc, je pense qu'il faut avoir vraiment ce discours de vérité dans la phase de préparation. C'est le meilleur moyen. Vérité qui renvoie à la transparence, en fait. Qui renvoie à la transparence, bien sûr. Et je pense qu'il faut aussi parler des choses, des sujets qui fâchent. Il faut avoir le courage de le dire, mais il faut avoir cette vérité. Je pense qu'on est dans une génération qui a besoin de cette transparence et les choses passent beaucoup plus facilement si on est transparent. Et donc la vérité, je pense qu'elle est au cœur de tous les projets qu'on mène, au cœur de la démarche de transformation. J'imagine que c'est un sujet qui est porté au plus haut niveau de la BPI. Nicolas Dufourcq, j'imagine, est en première ligne sur ce sujet. Comment ils cadrent les choses sur ces questions d'IA, de technologie, d'innovation? Parce que je leur dis, vous êtes une banque, et donc vous êtes une entreprise qui doit en permanence se transformer. Oui, alors il y a une direction de l'innovation, donc Nicolas donne le tempo et ensuite c'est décliné dans toutes les directions, mais on doit travailler tous ensemble avec la direction de l'innovation, la DSI, bien évidemment, la DRH, et puis toutes les autres fonctions de corporate, parce que quand on parle de transformation, on s'adresse vraiment à tous les sujets régaliens de l'entreprise, de l'organisation. Donc ça veut dire que là, vous en êtes où dans votre processus d'essai, de use case? Vous vous donnez jusqu'à quand pour trancher sur l'utilisation? Je ne sais pas d'ailleurs comment vous l'utilisez, cette IA, mais au service RH, vous dites on se donne encore jusqu'en décembre. Et ensuite, on tire un bilan, on vérifie, on voit si on perd des emplois. Comment vous faites? Alors, il y a... Le premier sujet qui nous anime, c'est terminer, finaliser la transformation digitale. Donc, on met en place des outils digitaux et on réfléchit dans le même temps à la manière dont on introduit l'intelligence artificielle. Je pense qu'il ne faut pas attendre qu'on soit extrêmement mature sur des sujets. Donc, il faut pousser. Il faut pousser. Et je crois beaucoup au stade de l'expérimentation. Voilà, il faut tester. La vérité, elle est parfois abrasive. On va parfois se confronter à des difficultés, mais il faut y aller. Et donc, on est vraiment dans ce stade où on aligne là vraiment toutes les parties, on a des expérimentations qu'on souhaite déployer, mais avant de les déployer, il y a ce dialogue, il y a cette démarche quelque part à vraiment poser et puis ensuite mener cette transformation. Mais votre délai, c'est quoi là? Vous avez quoi en termes de calendrier? Ça s'arrête quand? À quel moment vous faites un bilan d'étape? À quel moment vous observez la véracité, les résultats d'une expérimentation? Je pense que courant mi-2026, on pourra déjà tirer les premiers bilans de mise en place de projets autour de l'IA de manière très concrète. Voilà. Donc c'est passé encore une fois du stade de l'expérimentation au déploiement. Déployer. Alors on peut déployer sur une petite population, sur des entités, donc dans une logique pilote. Voilà, avant, je pense 2026, 2027, d'embrasser complètement la structure BPI. Vous qui avez une vision aussi par votre parcours professionnel sur les enjeux de la transformation, parfois ça crispe au sein des entreprises parce qu'on vous dit, en fait, on ne s'arrête jamais, on est toujours en transfo. Est-ce que c'est un peu le cas de la BPI aussi? Finalement, de ne jamais avoir le temps de souffler et d'être en permanence, par l'accélération technologique, par tous ces sujets, d'être toujours en train de courir derrière le changement. Oui,
Inévitablement. Et là, on a un stade à BPI où on se transforme, on sent que la transformation est de plus en plus importante, c'est une nécessité. Et donc, il y a une nécessité de tenir quelque part une vérité auprès des collaborateurs, auprès des équipes. On va devoir se transformer, on va devoir s'organiser. Dans quel but d'ailleurs? C'est quoi le but final de cette transfo? C'est être plus efficient, d'être plus efficace, d'avoir des datas mieux protégées? C'est quoi l'objectif? Alors, ils sont multiples, mais je pense qu'il y a un sujet d'efficacité opérationnelle. Il y a un sujet d'engagement des collaborateurs, il y a un sujet aussi de sécuriser les processus, de les fluidifier, donc et puis d'apporter quelque part des processus qui soient beaucoup plus fluides à la fois pour les candidats et pour les collaborateurs, et puis pour les managers également, la direction également. Bref, apporter vraiment de l'efficience et de l'expérience utilisateur à toutes les parties prenantes de la transformation. Ça représente quoi, avant de nous quitter, le BIG pour vous, pour vos équipes et pour l'entreprise BPI? Ça dit quoi de votre entreprise, cet événement qui s'est installé dans le paysage des grands événements? C'est un événement majeur pour les entrepreneurs, pour les chaînes d'entreprise, pour les PMI, pour les partenaires économiques, pour les créateurs d'entreprises, pour les étudiants, pour les chercheurs. Donc c'est un moment clé et on a hâte de recevoir vraiment l'ensemble des participants pour partager, échanger, épouser les nouvelles tendances et puis les anticiper. Merci de nous avoir rendu visite. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Loïc Larbaudière, directeur SIRH, pour essayer de nous éclairer sur cette transformation qui est en permanence, qui est permanente. Je termine par ce poème, puisqu'on peut dire que c'est un poème écrit par Nicolas Dufourcq, le directeur général. C'est la fin de ce poème. Il dit: il y a une vérité, c'est celle de la science, c'est celle des faits bruts, celle de la statistique, celle de l'expérimentation, celle du laboratoire. Elle est abrasive, vous l'avez cité, elle ne nous caresse pas, elle s'oppose à l'opinion, dit-il, elle est notre boussole dans le brouillard. C'est ce que nous dit Nicolas Dufourcq, c'est très beau, et ça sera le thème, donc la vérité, thème de ce BIG 2025. Merci de nous avoir rendu visite, puis peut-être qu'on se verra d'ailleurs à l'occasion du BIG. Je l'espère bien. On va se voir, il y aura un peu de monde, mais on va essayer de se trouver. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un secteur peut-être sous-évalué, mal connu, très connu du grand public, mais économiquement sous-évalué. Je parle des industries culturelles et créatives. On va en parler avec Emmanuel Delamarre. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Directeur général d'Eura Créative. Alors il faut que vous nous expliquiez, parce que c'est une jeune création, Eura Créative, créée en juillet dernier, création d'une grande soirée en banlieue parisienne. Et quand même un chiffre qui, moi, m'a interpellé. Les industries culturelles créatives, c'est en France, 92 milliards d'euros. Ouais. C'est colossal. Oui, c'est 2 fois plus que l'automobile. Et pourtant, on parle moins de l'industrie récréative et culturelle que de l'automobile. Ah, complètement. Alors ça, je pense qu'on a un biais culturel. Les Américains ou les Anglo-Saxons parlent d'entertainment. Quand on dit divertissement, en France, on pense plutôt à Patrick Sébastien qu'à une industrie. Donc comment on fait, et quelle a été votre volonté lorsque vous avez dit, vous et tous les acteurs, il faut se rassembler, il faut se réunir, pour quoi faire? Pour peser, pour se faire entendre, pour avoir du levier politique? Alors, il n'y a pas que du levier politique. Il y a un enjeu. Alors, on est porté par du politique et par de l'institutionnel. Basé à Lille, on est basé à Lille. La métropole européenne de Lille et la région Hauts-de-France sont très mobilisées derrière ce projet. Et c'est pas nouveau. La structure est nouvelle, mais ça fait 15 ans en fait qu'on a déjà une stratégie autour de ces sujets. Là, vous avez mis une marque là. Là, on a mis une marque forte parce qu'on a des nouveaux enjeux à la fois sur les secteurs, sur l'impact, à la fois sur notre territoire, mais aussi on ne s'empêche pas de penser un peu plus large. Donc concrètement, votre objectif, c'est quoi? C'est de rassembler les acteurs, d'avoir des temps de réunion, de réflexion, peut-être même d'avoir des propositions pour aiguillonner un projet de loi. C'est ça l'objectif? Alors, pas que. Ça commence simplement par le développement économique. C'est-à-dire comment on accompagne des gens, d'une part, qui veulent créer leur entreprise dans ces secteurs-là. Donc, on a un incubateur dédié. Ensuite, on a des programmes et des services qui sont là pour accompagner des boîtes déjà existantes, que ce soit de les projeter vers les marchés en France ou à l'international, de les connecter aux financeurs à la fois de leurs projets et de leurs œuvres, que ce soit le CNC ou chez nous, Pictanovo en région, ou des fonds, des banques,
pour pouvoir amorcer ces entreprises. Facilitateur. Complètement. J'aime beaucoup le mot catalyseur. En fait, on est là pour mettre des conditions idéales pour que cette accélération des boîtes se fasse dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que chez vous, puisqu'on parle quand même d'un marché économique qui pèse lourd, 92 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas rien. Est-ce que vous avez des inquiétudes? On a une exception culturelle qui est souvent portée lors des grandes cérémonies des Molières et des Césars. Est-ce que ça, c'est aussi une manière de préserver ce modèle français? Alors, on est le pays qui a inventé les droits d'auteur. Oui. Ça, je pense que peu de Jean Zay, je crois. Ah non, ça date même bien avant. C'est Beaumarchais. Voilà. Droit d'auteur, c'est Beaumarchais. Voilà, avec la question de la SACD. Puis ensuite, il y a eu tout un mouvement à la fois artistique et politique, et avec Victor Hugo en particulier, la Convention de Berne, qui vient dire aussi que ces droits doivent être internationaux. Donc la France a été vraiment pionnière dans ces sujets. Aujourd'hui, on est confronté à des grands phénomènes de société avec l'IA qui vient bousculer complètement les univers, tous les univers, et la question de à qui appartiennent ces œuvres, aussi la question d'avoir absorbé l'ensemble du web et donc des œuvres protégées. Donc il y a eu des procès, en tout cas des deals qui ont été faits aux US entre OpenAI et le New York Times. Voilà, c'est très facile de prouver qu'ils ont pompé des choses qui étaient protégées. Donc on a un enjeu majeur là-dessus. Et en même temps, c'est un outil dingue pour pouvoir développer, créer encore plus et créer différemment. Maintenant, on a des enjeux de protection. Je pense qu'ils doivent être à la fois français, mais surtout européen. Voilà. Alors l'Europe, peut-être qu'il y a le numéro, mais il faut qu'on puisse avancer sur le sujet très fort. On ne l'a pas dit, mais quand même, les secteurs dont on parle, puisqu'on reste très large, créatif et culturel, ça va quand même du design, du jeu vidéo, de l'audiovisuel, de la musique, du spectacle vivant, de l'art numérique. Donc ça, c'est des secteurs qui emploient énormément de monde. Combien, là, dans votre secteur de rat créatif, ça touche combien de salariés? Nous, si on prend juste la zone géographique sur laquelle on est, donc sur la métropole de Lille, c'est à peu près 6 000 personnes. D'accord. Voilà. Alors, en plus, dans toutes les grandes métropoles. En emploi direct. Il y a les emplois indirects. Quand un cinéma se déplace ou un tournage se déplace. Exactement. Alors ça, on a les grands ratios classiques sur la question des tournages. On fait travailler le monde de l'hôtellerie, de la restauration. Ça génère aussi un impact derrière du tourisme. Dans la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque et Hauts-de-France, bienvenue chez les Ch'tis, la ville de Bergue pendant des années et encore aujourd'hui bénéficie d'un flux touristique. Donc il y a un impact beaucoup plus large. On parle souvent aussi de soft power par rapport à notre industrie. Qu'on soit précis, Euracreatif, c'est aussi un collectif au service de l'économie. Parce que quand on parle de l'industrie et du divertissement, vous dites effectivement c'est un peu olé olé, on rigole, on se marre. Pas du tout, c'est des vraies entreprises qui ont des chiffres d'affaires, qui ont des business plans. Enfin, c'est une industrie. C'est un business. Il faut l'assumer. Avec complètement. Et d'ailleurs, quand on dit industrie créative, c'est industry, c'est le mot secteur d'activité en anglais. Exact. Mais en français, ça veut dire autre chose. Industrie, il y a un côté solide et il faut l'assumer. Quand on fait un film d'animation, vous savez, un dessin animé qui va durer 1h30 pour Noël, c'est à peu près, suivant les cas, 200, 300, 400 personnes qui vont bosser sur la production et ça va durer 2, 3, 4 ans. Donc, voilà, il y a un vrai impact là-dessus. Et ce sont des emplois avec de la créativité, de la création, mais aussi des techs. Et toute une chaîne de valeur. Et des environnements dans lesquels on est bon en France. Merci Emmanuel Delamarre, j'ai débordé, mais c'était pour la bonne cause, la cause de la culture et de tous les acteurs et de toutes les entreprises, parce que ce ne sont pas que des comédiens, les gens de la culture, ce sont des entreprises. Voilà, et que ça peut avoir lieu aussi en dehors de Paris. En dehors de Paris, à Lille, cette belle région lilloise, Roubaix, Tourcoing, Lille, Euracreative. Allez donc jeter un œil sur le site internet et d'aller voir ce qui se passe là-bas. Merci Emmanuel Delamarre, directeur général d'Euracreative. Nous sommes très en retard. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à Nicolas Juchat évidemment qui m'accompagne dans cette émission et merci à toute l'équipe qui m'aide à la préparer. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.